Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire qui s'appelle les 10 clés pour entreprendre, au cours duquel nous allons rebalayer ensemble les étapes clés d'un projet de création d'entreprise. Je suis Maud Flutaz, je suis Géraldine Pralon et nous sommes toutes les deux conseillères en création et reprise d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie. On vous propose du coup, pour plus de fluidité, de dérouler intégralement le diaporama que nous avons prévu et de nous réserver un temps de questions-réponses à la fin. On est parti, c'est parti. Nous allons donc aujourd'hui aborder avec vous ce qu'on appelle le b.a.-ba de la création d'entreprise. Le plan qui s'affiche à l'écran devrait vous aider à avoir une bonne vision d'ensemble sur ce que vous devrez faire avant de vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Sachez que pour chaque thème, et on y reviendra en fin d'intervention, mais vous pouvez être aidé plus en détail, soit par des ateliers collectifs, des formations ou parfois même des accompagnements individuels. Première étape, dans un projet d'entreprise, une étape à ne pas négliger, sa préparation personnelle. Donc, la plupart d'entre vous êtes ou avez été salariés et la création ou la reprise d'entreprise est un bouleversement, un changement radical qu'il faut anticiper et bien préparer. Donc, devenir chef d'entreprise, c'est bien sûr changer de métier, mais c'est aussi et surtout changer de vie. Du coup, ça va nécessiter un certain nombre de motivations réelles. Elles peuvent être diverses et variées. Il peut y avoir le désir d'entreprendre parce que c'est une expérience familiale de père en fils ou de mère en fille ou de mère en fils. Vous êtes chef d'entreprise. Ça peut être pour faire de sa passion son métier. Ça peut être également devenir indépendant parce que prendre des décisions, être libre dans ses choix, c'est ce qui vous motive. C'est aussi améliorer ses conditions de vie en termes de rémunération ou de planning. Alors attention, les premières années, c'est assez chronophage. Ça peut être aussi pour créer son propre emploi parce que vous avez des difficultés de réinsertion professionnelle, vous ne trouvez pas un poste qui vous intéresse, mais ça peut être aussi d'accéder à une reconnaissance sociale. Donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise motivation. L'essentiel est de savoir les identifier pour monter un projet en cohérence et savoir convaincre. Et au-delà de ces motivations, il vous faudra, en tant que futur dirigeant, disposer d'aptitudes indispensables, c'est-à-dire le sens des responsabilités. Vous êtes responsable de tout en tant que chef d'entreprise. Il faut être habitué à être autonome. Et quand bien même vous serez entouré d'un réseau d'experts, voire d'une équipe de collaborateurs, vous devrez au final prendre seul les décisions. Il faut donc se sentir capable d'assumer ses responsabilités et puis avoir des aptitudes à prendre des risques d'un point de vue personnel et professionnel, et puis être disponible, être adaptable et réactif. C'est être en veille sur le marché, être en veille sur la réglementation, comptable en permanence, et puis être agile et savoir rebondir. Au final, vous devez connaître vos atouts et vos contraintes personnelles. Pour ce faire, vous pouvez procéder à un bilan personnel pour mettre en avant vos points forts, tout ce que vous avez pu faire tout au long de votre parcours professionnel et extra-professionnel peut être un plus pour justifier cette fameuse adéquation à un projet, très cher notamment aux organismes financiers que vous allez forcément solliciter. C'est faire objectivement un état des lieux de vos points faibles pour savoir comment y pallier. Vous formez, vous associez, salarier quelqu'un. Et puis prendre en compte les contraintes professionnelles. C'est voilà, les week-ends, vous allez finalement travailler. Les congés payés, vous n'en aurez pas autant que si vous étiez salarié. Donc, il faut vous assurer du soutien de votre environnement amical et familial et puis définir vos capacités financières pour vérifier si vous pourrez faire face aux dépenses régulières sur le plan personnel et combien de temps vous allez pouvoir tenir. Donc, une première étape très importante pour réapprendre à vous connaître, vous assurer que vous saurez endosser la posture de dirigeant et mieux convaincre vos futurs partenaires. Alors, une fois vos motivations définies et votre idée arrêtée, il faudra formaliser ce qu'on appelle un modèle économique. Alors, la définition officielle d'un modèle économique, c'est l'organisation qui va vous permettre de créer, délivrer et capturer de la valeur. En fait, en substance, c'est trouver l'organisation qui fait sens. Alors, créer de la valeur, ça veut dire qu'est-ce que je propose, qu'est-ce que je vends précisément. Délivrer de la valeur, ça sous-entend que j'ai déjà déterminé auprès de qui et comment. Et capturer de la valeur, c'est comment je vais facturer, à quel prix et selon quelle charge. Donc, la notion de modèle économique, elle n'est pas à confondre avec le business plan. Le business plan, lui, c'est un document formalisé qui va présenter, on va dire, la déclinaison opérationnelle du modèle économique.
Alors, pour définir votre modèle économique, vous pouvez vous aider du tableau qu'on vous projette actuellement, qui s'appelle le Business Model Canvas, qui en fait est un outil assez ludique qui va vous pousser à la créativité et qui va vous faire travailler sur les 9 blocs classiques de l'économie d'une entreprise. La particularité de ce tableau, c'est qu'il se lit de droite à gauche, en partant du postulat que sans client, il n'y a pas de business, et que donc le client doit être au centre de toute votre réflexion. Vous voyez que les cases sont numérotées, et la case numéro 1, ça concerne bien vos clients. Mes clients, ça veut dire, qui sont-ils? Est-ce que j'ai différents segments de clientèle? Est-ce que j'ai différents groupes homogènes de clientèle? Si oui, quelles sont leurs caractéristiques? Et pour répondre à ces questions, il faut donc déjà avoir identifié un besoin client, de manière à ce que dans la case numéro 2, la case proposition de valeur, vous puissiez présenter votre offre et sa valeur ajoutée, c'est-à-dire la présenter comme une solution à un problème. Quel produit ou service je propose et à quel besoin concrètement ça répond? Quel est du coup mon avantage par rapport à la concurrence? Est-ce que mon offre, elle est nouvelle, elle est moins chère, elle est peut-être plus utile, plus performante, elle est personnalisable? L'idée, ce n'est pas de faire un inventaire à l'après-verte de toutes les prestations de services ou tous les produits que vous allez concrètement proposer à la vente, mais c'est plutôt de dire en quoi je suis différent et qu'est-ce que j'apporte de nouveau. Les 2 premières cases, mes clients, ma proposition de valeur, ce sont vraiment les socles de votre modèle économique. Une fois que ces 2 cases sont remplies et complétées, j'ai envie de dire, le reste, ça découle un peu de bon sens en fait. Donc dans la case 3 et 4, on va poser par exemple les jalons de sa stratégie marketing et commerciale. Et vous allez commencer à réfléchir aux canaux les plus opportuns à exploiter pour faire connaître votre offre et au type de relation que vous allez entretenir avec vos clients. Toujours de manière cohérente, c'est-à-dire que si vous avez en segment client une population de jeunes de 15 à 25 ans, vous ne communiquerez forcément pas de la même manière que si vous aviez un segment de clientèle senior, par exemple. Ça ne veut pas dire que votre activité ne peut pas toucher les deux, ça veut simplement dire que pour chaque segment, il faudra communiquer différemment, donc il faut anticiper. La case numéro 5, elle explique la manière dont va se constituer votre chiffre d'affaires et donc votre politique tarifaire. Combien je facture mon produit ou mes services et comment? Une fois que la droite de la matrice est complétée, la partie gauche, elle, est plutôt dédiée à l'organisation concrète de votre activité. Quelles vont être les ressources clés pour démarrer mon activité? Par exemple, je me lance demain, de quoi concrètement j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'un local? Est-ce que j'ai besoin d'acquérir du matériel ou des machines? Est-ce que j'ai besoin rapidement d'avoir des salariés? Est-ce que j'ai besoin d'un site internet, d'un stock de départ, d'un peu de trésorerie? Ensuite, quelles sont mes activités clés en case numéro 7, c'est-à-dire les activités principales pour que mon offre fonctionne? Là, pour que ce soit un peu plus parlant, je cite souvent l'exemple de quelqu'un qui lance un site de e-commerce. Grosso modo, l'une des activités clés, ça va être la gestion globale du site. La création, donc le lancement de la plateforme, sa performance, son référencement, sa mise à jour. Du coup, tout ce qui va tourner autour du web marketing, ça va être un poste extrêmement important pour le porteur de projet. Alors, soit vous détenez les compétences directement et c'est vous qui supportez cette partie-là, soit rapidement, vous allez vous dire, il faut que j'identifie un sous-traitant de confiance, de qualité, avec qui je vais pouvoir travailler. Case numéro 8, qui seront mes partenaires clés. Là, on entend par là à la fois les partenaires stratégiques, c'est-à-dire ceux dont j'ai besoin pour que l'activité fonctionne. Par exemple, si j'ai une activité d'achat-revente, tout mon réseau de fournisseurs, ça va être des partenaires clés, mais aussi ceux qui peuvent facilement et efficacement prescrire mon offre. Enfin, la case numéro 9, la structure des coûts, ça expose ici vos principaux investissements de départ et les principales charges que l'entreprise devra assumer. Cette réflexion sur votre modèle économique, c'est ce qu'on appelle un travail itératif. Vous allez proposer des choses, vous allez d'une manière ou d'une autre essayer de les tester et en fonction des retours obtenus, vous allez adapter votre organisation. Cette méthode du Business Model Canvas, elle a été développée par des spécialistes. Je vous invite à approfondir le sujet sur Internet. Je voulais également vous expliquer que nous organisons presque une fois par mois des petits ateliers formation qui s'appellent Études de marché le labo. Ça dure 3 jours et ça nous permet de plus détailler la méthode du Business Model Canvas et de vous coacher en réel sur votre projet et la méthodologie de conduite d'une étude de marché. On travaille avec des grands posters, des post-it de différentes couleurs, enfin, c'est assez ludique et c'est surtout personnalisé. Donc, toutes les informations sur notre site internet, rubrique création d'entreprise. La définition de votre modèle économique, ça va vous apprendre en fait à toujours partir du client pour affiner votre offre.
en fait, à prendre la bonne habitude de détecter un besoin et un potentiel client pour définir ensuite clairement votre proposition de valeur, votre valeur ajoutée et vous différencier de la concurrence en optimisant le lancement de votre projet. On en arrive au socle de votre projet, l'étude de marché. Donc cette étape, elle est incontournable, elle est souvent redoutée par les porteurs de projets. Il est vrai qu'elle peut s'avérer longue, fastidieuse, chronophage, mais lancer votre activité sans elle, c'est bâtir votre projet sur du sable. Alors, une étude de marché, elle doit vous permettre d'identifier des clients potentiels, de vérifier l'adéquation de votre offre avec le réel besoin des clients, et puis définir votre stratégie marketing et commerciale pour générer du chiffre d'affaires. Alors, voici les éléments qui vont être attendus concernant l'élaboration d'une étude de marché. En premier lieu, des informations sur votre futur environnement, ce qu'on appelle l'étude macroéconomique. Par exemple, comment évolue le marché depuis 3 ans, quelles sont les grandes tendances de consommation, comment est constitué ce marché, est-ce un marché de niche, un monopole ou est-ce qu'il est très atomisé? Y a-t-il une demande, un besoin insatisfait? Si je suis le premier à le faire, ce n'est pas forcément positif. Peut-être qu'il n'existe pas de besoin. Voilà, c'est aussi des interrogations à avoir. Quelle est la réglementation de ce secteur d'activité et est-ce que je remplis les conditions d'accès à ce marché? Une fois cet environnement mieux appréhendé, il vous faudra étudier les autres acteurs du marché et principalement vos concurrents. Qui sont-ils? Depuis quand sont-ils présents? Quelle est leur offre, leur positionnement tarifaire, leur mode de distribution, leur part de marché, leur stratégie de développement, leur réputation? Donc, il n'y a pas de secret. Il faut les lister, les visiter si possible et entrer en contact d'une manière ou d'une autre avec eux pour identifier leurs points forts et leurs faiblesses au regard de votre projet. Troisième acteur et non des moindres, vos clients, les clients potentiels. C'est le cœur du sujet. À ce stade, l'idée est de vous mettre autant que possible en empathie avec eux. Des outils tels que la carte d'empathie ou les personas peuvent vous aider à vous mettre dans la peau de vos clients pour mieux les comprendre, mieux comprendre surtout leurs besoins réels et leurs motivations. Qui sont-ils? Où sont-ils? Quel est leur profil? Votre offre, plutôt que si votre offre est plutôt dédiée à des particuliers, par exemple, est-ce que ce sont des femmes, des hommes? Quelles sont leurs catégories socio-professionnelles? Est-ce que ce sont des classes aisées ou pas? Quelle est leur tranche d'âge? Si vous visez des professionnels, quels sont les secteurs d'activité, la taille de l'entreprise? Est-ce que ce sont des petits ou des grands groupes? Quel est leur chiffre d'affaires? Voilà, c'est autant d'informations qu'il faudra capter et puis sur quelle zone de chalandise pour déterminer votre potentiel de vente ou votre lieu d'implantation. Mettez-vous dans la peau d'un profiler. Qu'est-ce qui va motiver l'acte d'achat de vos clients? Bien connaître leurs motivations, leurs besoins, leurs habitudes de consommation va vous permettre de définir votre mode de vente et ou des prestations différentes que celles déjà existantes et de vous démarquer de vos concurrents. Ce travail d'imagination et toutes les données que vous aurez pu collecter en amont devront être confrontées à la réalité du terrain. C'est pour cela qu'on vous incite systématiquement à mener auprès des entreprises une étude, des entretiens, une enquête qualitative ou quantitative face à un panel de prospects. L'essentiel dans cette phase d'étude de marché est d'être vraiment en prise directe avec le terrain. L'objectif, c'est de déterminer ce que vous allez mettre en place pour passer du « oui, je suis intéressé » à « oui, je vais acheter ». Si on ne pose pas de questions, on ne peut pas adapter son offre. L'ensemble des informations que vous allez recueillir va vous permettre de connaître et comprendre ce marché, d'affiner et valider votre idée pour en faire un vrai projet et définir ainsi votre positionnement commercial. C'est ce qu'on appelle le mix marketing. Qu'est-ce que je vais vendre? À quel prix? Auprès de qui? Et comment je vais communiquer? Ça va vous permettre aussi d'évaluer le niveau de chiffre d'affaires nécessaire pour assurer la rentabilité de votre entreprise. Alors, il n'existe pas d'études de marché toutes faites. Elles doivent être adaptées à la dimension de votre projet. Les clients consomment globalement déjà sans vous, donc vous devez trouver votre part de gâteau dans celui que tous vos concurrents se partagent déjà. Pour votre information, donc, nous proposons un autre webinaire dédié au sujet de l'étude de marché.
Et puis aussi, donc, comme vous l'a dit tout à l'heure Maud, une prestation, un atelier formation qui s'appelle études de marché de tableau. Une fois encore, toutes les informations sur notre site internet, rubrique création d'entreprise. Maintenant, nous allons parler chiffres. Vous avez étudié votre marché, vous avez récolté des données qu'il va falloir traduire en chiffres. Donc, voilà ce qu'on attend de vous et de quel tableau doit être composée votre étude financière prévisionnelle. Donc, 3 éléments principaux qui vont vous permettre de savoir si votre projet est rentable et si vous pourrez en vivre. Premier tableau, le plan de financement. C'est un tableau qui est simple à monter, qui a pour but de répondre à 2 questions principales. Combien coûte mon projet et comment le financer? Donc, ce tableau, il a 2 colonnes équilibrées qui vont lister à gauche tous les investissements nécessaires au démarrage de votre activité. Donc, le terme d'investissement, ça recouvre les biens dont vous aurez besoin durablement dans l'entreprise. L'achat de machines, de matériel professionnel, une licence pour travailler, des travaux d'agencement de votre local. En somme, c'est tout ce qui va rester et dont le montant dépasse 500 €. Dans le plan de financement, soyez le plus exhaustif possible, sans forcément vous brider à ce stade. Gardez en tête que si vous sous-estimez vos besoins de démarrage, ça ne pourra que compliquer le lancement de votre activité dans le sens où il vous sera toujours plus difficile de venir renégocier un financement après la création. Dans la partie investissement, pour les activités d'achat-revente, pensez aussi à chiffrer le coût de constitution de votre stock de départ, qui sera bien sûr indispensable au démarrage de votre activité. Précision d'importance, on raisonne toujours en hors taxe dans ce tableau. Ça, c'était la colonne de gauche, les investissements. Dans la colonne de droite, on va lister en face, de manière assez logique, les financements qui vont venir couvrir ces investissements. Alors, le premier type de financement mobilisable, je ne vais rien vous apprendre, enfin, j'espère, c'est votre apport personnel, c'est votre épargne. C'est vrai que disposer d'un apport, c'est une condition préalable à toute demande de financement. Il n'y a pas forcément de moyenne, mais on a coutume de dire qu'il vous faut à minima réunir entre 20 et 30% du total des coûts prévus. Quand ce ratio est difficilement atteint ou qu'il a besoin d'être complété, vous pouvez mobiliser des organismes de prêt d'honneur qui peuvent, après présentation de votre business plan devant un comité d'agrément, vous accorder ce qu'on appelle un prêt personnel à taux zéro, sans garantie, qui est remboursable sur des durées de 3 à 5 ans, sur des montants qui s'échelonnent entre 1 000 et parfois 100 000 € selon la nature du projet. L'objectif de ces prêts d'honneur, c'est de faire effet de levier sur un prêt bancaire complémentaire qui vous permettra de boucler le financement du projet. En Haute-Savoie, il y a 2 réseaux de ce type qui coexistent, le réseau Initiative et le réseau Entreprendre. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos services pour être mis en relation avec eux. Et puis, deuxième type de financement classiquement mobilisable, c'est les prêts bancaires traditionnels. Pour information, la CCI est partenaire de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes et de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Et on peut, sur votre demande, vous mettre en relation de manière privilégiée. Donc, là encore, n'hésitez pas à nous contacter. Sur le sujet des garanties qui peuvent vous être demandées, sachez également que certains organismes interviennent spécifiquement sur ce sujet et qui peuvent vous permettre du coup de réduire votre caution personnelle. Il s'agit principalement du réseau France Active et de BPI France. Dans le plan de financement, une fois que vous avez listé tous vos besoins et tous les financements, vous devez bien sûr obtenir un tableau équilibré, c'est-à-dire un total équivalent dans chaque colonne. Deuxième tableau important, c'est le compte de résultat prévisionnel. Lui, il va vous permettre d'estimer un chiffre d'affaires, d'identifier toutes les charges d'exploitation que vous allez avoir à payer et par soustraction, chiffre d'affaires moins charge, de mesurer en fait le niveau de rentabilité du projet. Il va donc vous permettre, ce tableau, de répondre à 2 questions. Quel niveau de chiffre d'affaires définir? Quelles sont mes charges? Et au final, mon activité est-elle rentable? Donc, très schématiquement, le compte de résultat, il additionne toutes les recettes hors taxes de la période. Donc, les recettes, c'est les ventes, en général sur un an. Et puis, il additionne toutes les dépenses hors taxes de la même période, c'est-à-dire toutes les charges que vous allez payer. Les achats de marchandises si vous êtes sur de l'achat-revente, les frais d'énergie, de déplacement, de publicité, le loyer de votre local, les primes d'assurance, les honoraires de vos experts, les charges de personnel, vos cotisations sociales, les impôts et taxes dus par l'entreprise. Et du coup, chiffre d'affaires moins charge, on détermine un résultat d'entreprise, donc soit un bénéfice, soit une perte. Ce qui est intéressant au travers de ce tableau, c'est que vous pouvez facilement calculer ce qu'on appelle le seuil de rentabilité ou le point mort, c'est-à-dire le chiffre d'affaires minimum à réaliser pour couvrir les charges et atteindre l'équilibre, c'est-à-dire un résultat zéro. Ce qui est important dans l'établissement de ce compte de résultat prévisionnel, c'est surtout vous, à votre niveau, que vous soyez capable d'expliquer
votre chiffre d'affaires. Préparez-vous, justifiez-vous et apprenez à expliquer votre méthode de calcul. Faites le plus possible le lien avec les résultats de votre étude de marché. J'ai récemment rencontré un porteur de projet qui voulait s'installer sous franchise pour proposer un centre de, on va dire, de bien-être. Il n'a pas réalisé de réelle étude de marché terrain. Il n'a présenté dans son business plan que des données démographiques qui étaient fournies par le franchiseur sur sa zone de chalandise. Et du coup, face à cela, ces hypothèses de chiffre d'affaires étaient très ambitieuses. Sans surprise, les premiers contacts en banque ont été plutôt frileux du fait qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves de marché concrètes et donc pas de lien justifié entre le volume de clients et le montant du chiffre d'affaires prévisionnel. Et puis, dans votre étude, dernier tableau attendu, c'est le plan de trésorerie. Là, c'est un peu le tableau qui ressemble en fait à votre compte courant personnel. Le plan de trésorerie va vous indiquer tout ce qui entre et tout ce qui sort à un instant T du compte de votre entreprise. Donc, vous allez vite vous rendre compte que c'est un outil de pilotage qui est indispensable pour suivre au mieux les flux d'argent et surtout pour anticiper d'éventuelles difficultés. Les questions que pose ce tableau, c'est les recettes vont-elles couvrir les sorties et est-ce que je vais au-devant de certaines difficultés? Grâce à lui, vous connaîtrez en temps réel le solde de trésorerie du mois et le solde cumulé d'un mois sur l'autre. Ça vous permet aussi de vérifier si les factures pourront être payées sans problème grâce aux disponibilités du moment. Je ne m'étends pas plus volontairement sur le sujet du prévisionnel puisque là encore, nous avons un webinaire spécialisé sur ce sujet que je vous invite à consulter. Le conseil que je peux vous donner, c'est faites-vous accompagner sur cette étape par un expert comptable pour pondérer vos prévisions et pour obtenir une vision d'expert du marché. Une fois que votre prévisionnel est établi, rapidement, il vous faudra certainement aller séduire des financeurs. Donc, il y a plusieurs organismes qui composent l'écosystème local et ils vous sont présentés à l'écran selon, on va dire, l'intensité capitalistique, c'est-à-dire selon l'envergure financière de votre projet. Pour ce qu'on appelle les petits projets, ce qui n'est pas du tout péjoratif, mais les projets dont le besoin de financement ne dépasse pas 12 000 €, et pour les porteurs de projets en situation sociale précaire ou qui ne peuvent pas prétendre au financement bancaire classique, l'ADI, l'Association pour le développement et l'initiative économique, peut être un partenaire intéressant. C'est une association qui propose des microcrédits, des prêts d'honneur ou encore des systèmes de micro-assurance. Et c'est le seul acteur de la place qui intervient sans banque en complément. Donc, n'hésitez pas à aller visiter leur site internet www.adi.org. Si vous êtes en recherche de garanties et ou que vous portez un projet à dimension sociale et solidaire, France Active Savoie-Mont-Blanc peut se mobiliser en complémentarité avec la banque. C'est une association qui propose des prêts et des garanties d'emprunt bancaire pour limiter votre prise de risque. Ils peuvent également parfois investir en fonds propres pour accompagner les projets sociaux les plus ambitieux et les plus prometteurs. Viennent ensuite les banques classiques de la place. Je vous l'ai dit, nos deux banques partenaires, ce sont la Banque Populaire et la Caisse d'Épargne. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nos services pour être mis en relation avec eux. Et puis, BPI France, la Banque publique d'investissement, elle intervient aussi quasi systématiquement aux côtés des banques pour vous proposer des garanties de prêts, mais également un large panel de prêts, notamment à destination des projets de transmission reprise et également à destination des projets innovants. Les associations de prêts d'honneur, je vous en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, le réseau Initiative, le réseau Entreprendre, ils ont pour vocation à compléter votre rapport personnel via des prêts à taux zéro pour faire effet de levier sur le prêt bancaire complémentaire. Et puis, autre acteur que je voulais évoquer ce matin, plus pour les projets, on va dire, à fort potentiel de développement qui nécessitent des levées de fonds assez rapides et des prises de participation en capital, on a un réseau local de Business Angels qui s'appelle Samba, Savoie-Mont-Blanc Angels, qui, du coup, est à votre écoute si vous avez ce genre de problématique. N'hésitez pas en tous les cas à nous demander des mises en relation avec ces acteurs que nous connaissons tous très bien. Nous voilà arrivés au cadre juridique. Vous remarquerez que les questions autour du montage juridique arrivent à l'issue de nombreuses réflexions stratégiques en amont. Donc, beaucoup de porteurs de projets s'inquiètent de la forme juridique à adopter dès le début de leur réflexion. Or, même si c'est bien sûr important de choisir cette structure juridique, il ne constitue finalement que la couture autour de votre projet. Donc, il existe plusieurs formes. Vous trouverez forcément chaussure à votre pied. Sachez également que rien n'est jamais figé dans le temps. Il vous sera possible toujours de faire évoluer le cadre juridique de votre entreprise en fonction de son développement.
Ce choix, il reste quand même important car il va conditionner la manière dont vous allez payer votre impôt sur les bénéfices et votre statut social en tant que dirigeant d'entreprise. Là encore, je vous renvoie vers un webinaire qui existe sur les structures juridiques, quelle forme choisir. Ce qui est important, c'est de lister un certain nombre de questions à se poser avant de choisir. Donc, vous les voyez sur le diaporama, il est important de faire le point sur quelle est ma situation personnelle, est-ce que je suis mariée, sous quel régime, est-ce le régime de la communauté ou est-ce le régime de la séparation de biens, est-ce que j'ai un patrimoine personnel à protéger, est-ce que si on est plusieurs associés, j'ai envie d'avoir un certain pouvoir de décision dans la prise de décision, bien sûr, par rapport au développement de notre entreprise, quelle est la taille de l'entreprise et son développement, la dimension de l'entreprise dans laquelle je projette de me créer, quel est le secteur d'activité, la nature de l'activité, puisque ça peut avoir un impact sur les choix d'une structure juridique, on va voir tout de suite après dans un exemple, et puis finalement le régime fiscal et social, il est choisi en fonction de la structure juridique. C'est la structure juridique qui va imposer le régime fiscal et le régime social du dirigeant. Donc, un exemple, comme je vous disais, si vous avez un projet d'activité plutôt digital façon start-up, avec un besoin de financement assez important, c'est vrai que le choix d'une SAS ou d'une SA facilitera la levée de fonds. Et puis, par rapport à certaines activités, le choix d'un statut est obligatoire. Par exemple, si je me lance dans un débit de tabac, eh bien, le choix qui va m'être imposé, c'est soit l'entreprise individuelle ou la société en nom collectif. Donc, volontairement, je ne rentre pas dans le détail des principales formes juridiques qui existent. Vous pouvez télécharger une notice d'information sur notre site internet qui vous permettra d'avoir tout le panel. Mais petit rappel toutefois, vous pouvez démarrer votre activité sans forcément créer d'emblée votre entreprise ni vous immatriculer. Vous pouvez choisir par exemple de démarrer au sein d'une société de portage salarial ou d'une coopérative d'activité d'emploi ou encore une couveuse. Ces structures, elles vous permettent de conserver votre statut de salarié et vous prêtent dans leur cadre juridique et leur numéro sirène pour vous permettre de vous concentrer principalement sur la prospection client. Elles vous facturent leurs services, mais sont aussi une alternative très intéressante pour ceux qui auraient encore besoin de valider l'existence de leur marché. Donc, elles permettent de faire l'étude de marché sur le terrain. Donc, n'hésitez pas à choisir ce choix de forme d'activité. Je vais balayer ici sur ce nouveau diaporama rapidement en fait les différents statuts qui peuvent exister. C'est un tableau comparatif qui va montrer que votre statut va dépendre de 3 critères principaux: créer seul ou à plusieurs, être socialement travailleur non salarié ou assimilé salarié. Donc là, on est sur les cotisations et la protection sociale différentes selon les régimes. Et puis, être assujetti à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt des sociétés. Petit focus sur le statut entreprise individuelle qui, depuis mai 2022, a été modifié. C'est un statut unique qui induit donc la disparition de ce qu'on appelait l'EIRL et va vous permettre de protéger l'ensemble de votre patrimoine personnel et professionnel, donc qui devient par défaut insaisissable par les créanciers professionnels. Dorénavant, donc seuls les éléments nécessaires à l'activité professionnelle de l'entrepreneur peuvent être saisis en cas de défaillance. Donc, par ailleurs, ce statut unique offre aux entrepreneurs individuels la possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Donc, pour plus de détails sur les statuts, je vous invite encore une fois à regarder le webinaire qui est dédié sur le sujet. Et puis aussi, sachez que la Chambre de commerce a un partenariat avec l'Ordre des avocats et peut vous permettre d'avoir un premier rendez-vous gratuit pour poser vos différentes questions. Nous abordons maintenant les aides à la création d'entreprise. Alors, il existe plusieurs dispositifs selon la nature de votre projet, votre secteur d'activité, la typologie de vos besoins. Pour les deux principaux, il y a l'ACRE, l'aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise,
Donc, tous les créateurs et repreneurs d'entreprises sont éligibles à ce dispositif, sous réserve, bien sûr, d'en respecter les conditions de revenus, c'est-à-dire, on se base là pour le calcul sur le plafond annuel de la sécurité sociale qui est pour 2023 à hauteur de 43 992 euros. Donc, par rapport à l'ACT, qui est l'exonération de charges sociales sur la première année d'activité, vous pouvez avoir une exonération jusqu'à hauteur de 75% de ce plafond annuel. Donc, c'est-à-dire un revenu, il ne faudra pas dépasser 32 990 euros pour obtenir cette exonération totale. Elle pourra être partielle, cette exonération, si vous prenez un revenu compris entre ces 32 990 euros et le plafond annuel qui est de 43 992 euros. Et elle sera nulle, cette exonération, si vous dépassez ce fameux plafond de 43 992 euros. Alors, pour cette exonération, elle est automatique pour toutes les structures juridiques. En revanche, il y aura un contrôle possible par l'URSSAF en cas de montage de société pour s'assurer que les conditions de détention de pouvoir sont bien respectées. Et concernant l'obtention de cette exonération de charges sociales pour les micro-entrepreneurs, elle est désormais réservée à une liste restreinte de bénéficiaires qui vous permettra donc d'obtenir 50% d'exonération sur la première année d'activité. Donc la demande pour les micro-entrepreneurs devra se faire sous 45 jours après l'immatriculation auprès de l'URSSAF. L'autre aide possible, c'est l'ARS, c'est l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise qui consiste donc à recevoir ces allocations de chômage sous forme de capital. 45% des droits vous sont proposés sous forme de capital qui est versé en 2 temps, une première moitié en début d'activité et une seconde moitié 6 mois après. Il faut donc être demandeur d'emploi et indemnisé pour l'apercevoir. On vous conseille donc de demander cette version capitale si vous avez un gros investissement au démarrage. Sinon, vous pouvez percevoir le maintien de vos droits de manière mensuelle si votre activité est plutôt lente au démarrage et donc sur la durée de vos indemnités. Je vous invite aussi à consulter le site lesaides.fr où vous retrouvez un panel des aides qui sont proposées pour certains secteurs d'activité, donc avec une recherche multicritère, donc avec des filtres. Et encore une fois, nous avons sur notre site internet une notice qui détaille les principaux dispositifs d'aide. Donc, je vous invite à la consulter. On en arrive aux formalités de création d'entreprise. Vous en avez très certainement entendu parler, mais depuis le 1er janvier dernier, l'immatriculation, la modification et la radiation se fait directement sur le guichet unique depuis le site internet de l'INPI. Donc, ce guichet va traiter vraiment toutes les demandes, peu importe votre secteur d'activité, le lieu géographique de l'entreprise. En revanche, pour tout ce qui concerne les demandes d'autorisation liées à une activité réglementée, il faudra toujours que vous vous rapprochiez de l'organisme compétent, la CCI par exemple pour les agents immobiliers et pour les commerçants non sédentaires. La démarche auprès du guichet unique est gratuite. Il y a simplement des frais de greffe qui seront facturés. Si vous êtes en entreprise individuelle, c'est de l'ordre de 25 euros. Et si vous vous montez en société, c'est un petit peu moins de 40 euros. Il n'y a pas de frais pour les micro-entrepreneurs. Les formalités de création d'entreprise sont extrêmement engageantes, vous le savez. Donc, ce qu'on peut vous proposer à la Chambre de commerce et d'industrie, c'est un accompagnement personnalisé pour mener au mieux ces formalités, être sûr que la démarche va à son terme et que vous avez renseigné les bonnes informations au bon endroit. Donc, nos collègues du Centre de formalité des entreprises vous aident à réunir toutes les pièces à fournir. Elles vérifient ces pièces et leur cohérence juridique. Elles saisissent pour vous la formalité directement sur le site du guichet unique et elles suivent également l'état d'avancement de votre dossier. Donc, si vous créez une entreprise individuelle et que vous avez recours à nos collègues du CFE, il vous en coûtera 99 euros. Si vous créez une société, 138 euros. Alors, nous voilà arrivés au terme de ce webinaire. Et en guise de mot de fin, rappelez-vous qu'un projet bien préparé, c'est un projet qui dure dans le temps. Donc, focalisez surtout dès le départ focalisez-vous surtout
dès le départ sur les besoins réels de vos clients, construisez votre proposition de valeur en fonction, car sans client, eh bien, il n'y a pas de business. Mettez en œuvre les actions que vous avez envisagées dans le cadre de votre business plan, puisque ce business plan est un outil pour convaincre vos futurs partenaires et notamment vos partenaires financiers, mais c'est aussi un guide, la déclinaison d'une stratégie pour atteindre votre vision d'entreprise. Pensez à vous former avant de créer, c'est le moment où vous avez plus de temps pour mettre en œuvre ces formations. Et puis, faites-vous accompagner pour optimiser les chances de réussite de votre projet, mais aussi pour faire des rencontres et vous développer. La CCI organise de nombreux événements, des ateliers tout au long de l'année. Notre agenda est le relais de ces événements, des actions que mènent aussi plusieurs acteurs de l'écosystème. Donc, restez en veille et allez voir notre agenda. On va passer aux questions. J'ai essayé tout au long de l'intervention de les regrouper par thème. On a beaucoup de questions autour du business plan, du financement. Donc, je vais prendre déjà la question peut-être de Marie, qui peut répondre, j'imagine, à la question d'autres internautes ce matin. Comment démarrer la rédaction de mon business plan? Je n'en ai jamais fait et je ne sais pas trop ce qui est attendu. Alors, Marie, ce que je peux vous proposer pour démarrer, c'est de vous connecter à CCI Business Builder, qui en fait est un business plan en ligne qui a été conçu par le réseau des CCI et qui va vous permettre, je pense, comme vous dites, de démarrer la rédaction de votre projet et de vous poser toutes les bonnes questions. Ensuite, s'il y a un moment où vous vous dites, bah voilà, j'ai répondu à tout ce que je pouvais et maintenant je suis à nouveau un petit peu bloqué, vous pouvez tout simplement prendre contact avec la Chambre de commerce et d'industrie. On a plusieurs prestations qui pourraient être adaptées à votre situation. On a des formations liées à la création d'entreprise, des ateliers collectifs et bien sûr des accompagnements individuels. Donc, démarrez peut-être vos démarches en ligne avec CCI Business Builder. Et dès que vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, vous décrochez votre téléphone, vous nous appelez et on sera là pour vous. Géraldine, je te laisse prendre peut-être la question de Thomas. Oui, alors Thomas, il s'interroge sur à quel moment solliciter des financements et puis comment faire si je n'ai pas d'apport personnel. Alors, concernant le moment, le timing pour solliciter les financements, il faut s'y mettre une fois que votre business plan est rédigé. C'est-à-dire que vous avez mené votre étude de marché, monté votre prévisionnel financier, parce que les financeurs, qu'il s'agisse des dispositifs d'aide ou de prêts bancaires, ils doivent connaître parfaitement votre projet, c'est-à-dire votre vision, vos objectifs, vos stratégies, avant de se décider et de donner votre accord. Et ça, tout est inscrit dans votre business plan. Par rapport à l'apport personnel, sans apport, ça va être compliqué de solliciter des financements, malheureusement. Les organismes bancaires, eux, demandent généralement entre 20 et 30% d'apport personnel, comme vous l'a indiqué Maud tout à l'heure. Donc, vous pouvez solliciter différents organismes pour vous aider, mais il vous faudra quand même un minimum d'apport. Le seul organisme qui intervient seul et qui ne vous demandera pas d'apport personnel, c'est l'ADI. Mais cela ne concerne que des petits projets et donc le fameux microcrédit de 12 000 €. Donc, pour plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à regarder les autres webinaires, notamment le webinaire sur comment compléter mon apport personnel. Et puis, on va prendre une dernière question, puisqu'il y a plusieurs questions aussi au sujet vraiment de la conduite d'études de marché, mais celle de Sylvain, on va peut-être également vous donner une piste de solution. Sylvain nous dit, vous avez parlé d'une prestation sur l'étude de marché, de quoi s'agit-il? Alors effectivement, on a évoqué une prestation qui s'appelle étude de marché, le labo. C'est un accompagnement à la réalisation de votre étude de marché sur une journée complète plus 2 matinées. C'est en petits groupes, 6 porteurs de projet maximum. Et en fait, au cours de ces différents temps de formation, on revoit ensemble la théorie et surtout, on vous fait passer à l'action. L'objectif, c'est vraiment que vous puissiez exploiter des sources d'informations concrètes, que vous puissiez, comment dirais-je, manipuler des outils pratiques pour que vous avanciez efficacement dans cette étude de marché et également sur la définition de votre modèle économique. Donc, vous avez une journée et demie la première semaine et une matinée la semaine suivante qui vont vous permettre d'avancer sur votre projet. Et à l'issue de cette petite formation, on convient d'un rendez-vous individuel pour faire le point. Donc, c'est une prestation qui est payante et qui, je crois, est facturée, Géraldine, de l'ordre de 600 €, quelque chose comme ça. Voilà. Et elle peut bien sûr être prise en charge par votre CPF. Donc, n'hésitez pas là encore à nous appeler.
Voilà, on en arrive au terme de cette intervention. On espère que ça vous aura apporté quelques clés pour monter votre projet, qu'on a été assez pragmatique et concrète dans notre discours. Ce qu'on voulait vous dire, c'est surtout que si dès à présent il y a la moindre question, deux options pour vous, soit basculer sur notre site internet qui s'affiche à l'écran, du coup, www.haute-savoie.cci.fr. Dans la rubrique création reprise d'entreprise, vous avez tout le détail de nos prestations d'accompagnement, les ateliers, les webinars, les accompagnements individuels. Et puis la petite case violette qui permet de vous mettre en lien avec nos chargés de clientèle et puis à travers un petit questionnaire pour vérifier l'état d'avancement de votre projet et de trouver la bonne formule pour vous aider à avancer dans ce projet de création d'entreprise. Et puis si très clairement vous avez besoin de poser encore d'autres questions ou d'être mis en relation avec un conseiller CCI, vous n'hésitez pas à scanner le QR code qui s'affiche à l'écran et à nous envoyer un mail. C'est nous qui vous recontactons. Et puis également, pour rappel, nos collègues de l'espace entreprise sont disponibles lundi et jeudi toute la journée et puis les mardis, mercredis et vendredis matin. Voilà. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire savoir sur les réseaux que ces webinaires existent pour que nous puissions renseigner le plus grand nombre. Et puis, on reste bien sûr à votre disposition pour la suite en vous souhaitant par avance tout le meilleur. Merci. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.